Avant de commencer ce podcast, on aimerait vraiment vous remercier pour votre écoute de la première saison de Les Trois Côtés de la Médaille. Sans plus attendre, on vous dévoile le concours du mois pour gagner ce magnifique calendrier de l'Avent. Donc, j'invite Samuel, le conseiller d'Eros et compagnie, pour vous présenter cette merveille. Oui, donc Sean, c'est la 3e édition que Eros fait du calendrier de l'Avent. Donc, celle-là, elle est complètement réinventée. Que tu sois un vieux couple qui veut juste changer la routine, un jeune couple qui veut apprendre à se découvrir ou juste tout simplement des gens qui veulent inaugurer leur nouvelle chambre à coucher, hein? Ou toutes les pièces dans la maison. Aussi. Dans le fond, ce calendrier, il est parfait. Donc, comme tout calendrier de l'Avent, il a 24 cases. Donc, on vous donne 24 cadeaux. Puis là, OK, on est vraiment cool parce qu'on vous donne aussi 24 inspirations de comment utiliser ces cadeaux-là. Donc, c'est vraiment super simple. Vous ouvrez la case 1, on ouvre la page 1 et on fait le défi. Si jamais aussi vous voulez acheter autre chose chez Eros et compagnie ou même vous le procurer pour vous, vous avez toujours le code promo SAMU15 pour aller chez Eros et compagnie en ligne. Puis sais-tu qu'est-ce qui est le fun chez Eros et compagnie en ligne? Vas-y donc. C'est qu'on a des vrais conseillers comme toi puis moi qui peuvent t'aider sur le site web. Donc, pour participer, on a simplement à partager et à liker le post Instagram de Les Trois Côtés de la Médaille. Et maintenant, place au podcast. Donc, sur ce, bonne écoute. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue aux Trois Côtés de la Médaille. Aujourd'hui, on reçoit Benoît Rochon de Groupe Meunier Arpentage. Donc, Benoît, en fait, on a décidé aujourd'hui de te faire, de t'inviter tout simplement parce qu'on se retrouve régulièrement avec des acheteurs et des vendeurs qui mélangent un inspecteur, un arpenteur, un évaluateur. Là, on voulait commencer par l'arpentage. Donc, bonjour. Salut Guillaume. Dis-moi dans le fond, qu'est-ce qui t'a amené à être arpenteur? C'est quoi ton parcours un peu? Parle-nous un peu de toi. Dans le fond, ça a été un parcours qui date de longtemps. J'ai commencé à étudier au départ pour travailler dans l'organisation du travail. Dans le fond, j'ai un background plus en génie industriel que j'ai commencé à l'université à l'ETS à Montréal. Puis suite à 2 stages que j'ai fait 2 étés, dans les grandes entreprises, j'ai découvert que j'aimais mieux travailler plutôt vers les PME, les petites entreprises et contrôler un peu plus ce que je faisais. Donc, mais j'avais toujours l'intérêt pour le côté scientifique, mathématique des choses. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'étais allé aux portes ouvertes à l'Université Laval pour aller voir le baccalauréat en actuariat. Puis, ce qui est arrivé, c'était un compte. Des fois, c'est drôle la vie. On dirait qu'il arrive un événement qui est un signe. Je suis arrivé trop d'avance pour les portes ouvertes pour les visites du département d'actuariat. Donc, j'avais 2 heures à tuer à me promener à l'université. Puis, il y avait une visite qui cherchait du monde pour une visite en porte ouverte dans le département des géomatiques, qui est le département pour les arpenteurs géomètres. Puis, on voyait, il avait amené la machine qu'on pense pour prendre des photos, mais qui en réalité sert à prendre des mesures, la station totale. Donc, ça m'avait intrigué. Donc, j'ai simplement été voir la visite pendant les 2 heures que j'avais rien à faire. Puis c'est ça qui a fait que finalement, j'ai découvert que c'était un mix un peu spécial de droit et de mathématiques. Là. C'est un mélange qu'on retrouve dans aucun autre métier généralement. Donc, suite à ça, je suis sorti de là, puis les gens qui faisaient la visite étaient très bons, très intéressants. Tandis que un comble de malheur, je fais la visite d'actuariat après, puis c'était complètement moins intéressant. Les gens étaient moins motivés, quoi que ce soit. Donc, on dirait que je suis sorti de là avec un questionnement, tandis qu'avant, mon chemin était décidé, j'allais en actuariat. Donc, j'ai décidé, suite à une longue réflexion de 2 mois, de faire le choix d'aller comme arpenteur géomètre. Donc, fait qu'il y avait personne dans ton entourage, personne autour de toi qui faisait ça, là. C'est juste comme... Non, un peu comme tout le monde, je pensais que les messieurs qui travaillaient avec une machine prenaient des photos des gens ou quoi que ce soit. On se demandait tout le temps c'est quoi, mais c'est un peu un running gag qu'on a dans le métier. Quand on est sur le terrain, on peut se faire dire au moins 1 fois ou 2 par jour de pas se faire prendre en photo avec la station totale. Là. Donc, c'est un métier qui est très inconnu. Ouais. Donc, suite à des recherches puis à parler avec des gens qui travaillaient dans le département, ça m'a aidé un peu à me dire, je me lance, je pars à Québec pour devenir arpenteur géomètre. Donc, c'est un peu ça qui a été
le début de tout ça, puis l'opportunité justement que c'est souvent beaucoup de petites PME, donc on a beaucoup de c'est facile d'accéder aussi à l'entrepreneurship en même temps. Donc c'était un mélange, un mix de tout ça qui a fait que j'ai décidé de foncer pour étudier en arpenteur, comme arpenteur géomètre à l'université. À quoi consiste cette profession-là? Dans le fond, c'est quoi être arpenteur géomètre? La chose qu'on connaît le plus, dans le fond, c'est que notre spécialité, c'est surtout la délimitation des propriétés, des limites entre les différentes propriétés. C'est un peu un exercice exclusif qu'on a au Québec comme arpenteur géomètre. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'autres facettes que de l'arpenteur qui sont moins connues. Mais de mon côté, j'ai vraiment été plus dans le domaine classique, là, qui est l'immobilier. Ouais. Puis, dans le fond, c'est un peu de s'assurer que tu mets toutes les bonnes choses à la bonne place, mais toujours en lien avec les limites de propriété, là, qui est notre usage, notre comment je pourrais dire, notre expertise unique que pas d'autres gens peuvent faire. Parce que souvent, on voit une clôture, on pense que le terrain est fini là, mais réellement, on n'en a pas la moindre idée, là. Une limite de propriété, c'est pas quelque chose de physique, là. Non, c'est clair. En fait, j'ai un dossier en ce moment avec des clients là, que c'est une question de haie. La fameuse haie qu'au départ, ils ont planté bébé, puis que finalement, elle est devenue balèze, puis là, elle empiète d'un bord puis de l'autre, puis ils savent pas trop. Puis un dit, moi, je vais couper ceux-là qui sont sur mon bord, puis là, ça ressemble plus finalement d'une haie. Là. Fait que, j'imagine que c'est pas... en fait, ça, c'est des dossiers un peu plates, j'imagine, à traiter pour vous autres. Là. Comment qu'on règle ça, ultimement? Vous faites un bornage, vous définissez avec les voisins, j'ai une problématique de haie, on pense les deux personnes totalement différentes. Où est-ce que finit ma limite de terrain? On a 2 certificats qui disent pas exactement la même chose. On gère ça comment? Dans le fond, juste pour commencer, la première chose qu'il faut expliquer, c'est que contrairement à ce que les gens pensent, une limite de propriété n'est pas nécessairement aussi précise qu'on peut le penser. Là. L'histoire des 2 certificats de localisation qu'on met côte à côte, puis que ça fonctionne pas, puis que des fois, il y a la source de certains problématiques, c'est qu'il faut penser qu'en arpentage, on construit toujours sur de l'ancien, sur du vieux. Donc, si les terrains, même si on a des GPS aujourd'hui qui sont capables de prendre des mesures beaucoup plus précises, les instruments sont plus précis, on part de mesures qui ont été prises au début des années 1800-1900, puis on bâtit là-dessus. Donc, on peut pas être plus précis que ce que c'était au départ. Donc, c'est souvent ça qui peut être cause de discordance en certaines choses. C'est pour ça que souvent dans les quartiers plus âgés, c'est là qu'on va trouver ces problématiques-là, comparativement aux projets qui sont plus récents en général. Mais ça reste que il n'y a pas de solution miracle. Il y a certaines procédures, là, comme on entend souvent parler de bornage, qui est le cas le plus avancé pour régler le litige, mais ça reste que c'est une limite de propriété, c'est souvent gris et non blanc ou noir, là, comme qu'on peut le penser. Une fois que le bornage est fait, par contre, là, c'est comme si ça définissait pour toujours. C'est ça la ligne. On met des bornes, les pins sont là, et puis personne ne est censé les enlever. Dans le cadre du bornage, c'est qu'on parle vraiment de l'opération suprême là, que l'arpenteur géomètre peut faire, là, qui implique les 2 parties et surtout les 2 terrains, dans le sens que c'est pas un acte qui est signé de façon personnelle, là, ça implique vraiment le fonds de propriété de chacun, dans le sens même si par la suite on a des changements de propriétaires. Là. Donc oui, c'est ce qu'on vient mettre sur le terrain que tu appelles une pin, qu'on appelle une borne, là, qui est le fameux cap rouge-orange avec la tige de fer. Là. Mais des fois, c'est quand même un peu mélangeant pour les gens parce que il existe différentes opérations qu'on peut faire sur le terrain qui impliquent ces fameuses pins-là, mais qu'aussi des fois on peut appeler les repères dans le cadre d'un piquetage. Faut un peu définir la différence entre les deux opérations, qui est une première opération, un piquetage, que c'est plus j'ai rien sur ma propriété, je suis dans un nouveau projet, puis je veux juste m'assurer de mettre les bonnes choses aux bonnes places, puis je veux l'opinion de l'arpenteur géomètre, mais ça m'implique juste moi comme client. Dans ce cas-là, lorsqu'on rentre dans un cadre d'un peu plus une chicane de haie, là, on est dans plus un cas de bornage qui implique les 2 parties. On tente de voir si on peut trouver une solution qui convient aux 2. Puis ultimement, même le bornage a plusieurs étapes, là, entre un bornage au départ qui peut être fait à l'amiable sans formalité, puis on peut se rendre jusqu'au bornage judiciaire lorsqu'il n'y a pas... mais il faut bien comprendre qu'il existe
une propriété, c'est difficile de trouver une solution unique. Là. Parfois, comme on dit, lorsque des fois, on va se ramasser dans une situation qu'on va plus vers la limite de propriété la plus probable ou qui se représente comment les gens l'ont interprété au fil du temps. Ça va être gris, là. Ça sera exactement, pas nécessairement blanc ou noir. Là. Ouais. Mais un peu comme on entend de plus en plus parler là, depuis les derniers jugements qu'il y a eu en cours, c'est que des fois, de plus en plus, on voit aussi comment que les gens se sont comportés au fil du temps, là, dans le sens que un fossé, je donne un exemple tout le temps, quand on est en zone agricole, un fossé qui est là depuis 100 ans, même s'il était peut-être pas au départ à la bonne place, tout le monde se sont comportés comme si c'était la limite de propriété, puis ça a une force probante. Là. Ouais. Puis c'est ce qu'on entend de plus en plus parler, même auprès des gens puis de la clientèle. Des fois, c'est pas toujours les bons termes qui sont utilisés, là, mais c'est ça c'est une force qui devient de plus en plus forte là, dans le cadre des litiges, c'est de voir comment que les gens au fil du temps, ont possédé leur terrain. Là. Je vois régulièrement dans l'agricole, là, justement, des fois, en fait, on a rarement des certificats de localisation, mais des fois, les lots sont juste pas à bonne place, puis on dirait que ça le pas. Tu sais, quand ils vendent une terre, autant l'agriculteur que l'acheteur, ben, il achète à peu près ce que là, puis il s'en fout, là. Et tu sais, c'est-tu parce que c'est pas moins important, mais ils sont moins à cheval sur ça? Ou j'ai eu un dossier récemment dans le secteur de Saint-Lin, là, que c'était... On voit clairement là, que le terrain sur plan, il devrait rentrer dans le champ, mais dans le champ, c'était cultivé, puis l'autre partie, c'est complètement boisé. Puis je vois la clôture qui pousse dans les arbres. T'sais. Ça amène-tu un risque pour cet acheteur-là de pas... de pas challenger cet espace de terrain-là, parce que c'est juste du papier, en fait. Là. C'est le numéro de l'eau s'étend sur une partie qui n'a jamais été à lui. Là. Dans le fond, je pense pas que ça serait... C'est pas nécessairement une mauvaise pratique. C'est pas la pratique qu'on voit aujourd'hui dans le cadre des terrains vacants. C'est toujours des fois une question de frais et de coûts que les gens veulent investir. Souvent, les gens disent « Moi, j'achète une terre de telle grandeur, ça m'importe peu qu'il y en ait un peu plus ou un peu moins. Ouais. » Mais je pense que oui, ça serait une bonne pratique de toujours valider les mesures. Il y a rien qui en empêche. C'est toujours de voir qui est prêt à payer pour ça. Puis c'est sûr que lorsqu'on parle de zonage agricole, on parle de grandes terres très souvent, de grands arpentages. Donc, c'est sûr que ça peut être des frais qui sont quand même significatifs pour les gens. Mais c'est un peu comme tout, c'est de voir c'est quoi le facteur de risque que vous êtes prêt à prendre. Là. Mais si, comme arpenteur jour-maître, c'est sûr que de mon côté, je vais vous dire que oui, dans toute transaction, ça serait pas une mauvaise chose de faire valider par un arpenteur jour-maître les mesures qu'on trouve au cadastre du Québec, les mesures officielles là, qu'on voit souvent sur les plans. Mais dans la pratique de tous les jours d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. Là, les cas qu'on va voir le plus, qu'on va valider, par exemple, des terrains, comme on peut dire, vacants ou de culture, c'est lorsqu'on s'approche de certaines contraintes naturelles, là, les bords de l'eau pour les zones inondables, ces choses-là, là, on va le voir un peu plus souvent, là, mais sinon, la terre agricole en plein milieu. Est-ce que c'est moi ou depuis qu'il y a eu, je vais dire, les grandes inondations, là, mettons 2010 plus, là, on a eu des grosses vagues au Québec, là, que présentement, toutes les zones inondables, vous avez reçu des nouvelles cartes, puis ce qu'on pensait qui n'était pas inondable, qui a été inondé, ben est devenu inondable. Donc nécessairement que si on a un plus vieux certificat de localisation, puis le petit plan, il nous mettait pas dans l'eau, ça veut pas nécessairement dire qu'il est bon, là, en tout cas. En effet, il y a eu beaucoup de changements au niveau réglementaire. Là, dans le fond, tout ce qui est les contraintes naturelles, on le voit avec le climat d'aujourd'hui, là, tout ce qui est les zones inondables ou même aussi ce qu'on a dans la région aussi, où ce que je travaille de Mascouche-Terrebonne, les zones potentiellement à risque de mouvement de terrain. Il y a eu beaucoup de nouvelles cartes qui ont été faites récemment. Puis on voit qu'avec les changements climatiques, c'est appelé à changer de plus en plus souvent. Donc, je pense que peut-être même la proximité entre les différentes mises à jour va être de plus en plus près. Puis c'est sûr que c'est un peu un côté de traite que de notre côté, on essaie de faire beaucoup d'éducation auprès de notre clientèle que pour les gens, je pense que c'est acquis dans le cadre du certificat de localisation qui est probablement le document qu'on produit qui est le plus connu de la population en général. Que le certificat, souvent les gens me disent c'est bon 10 ans, ou ça représente l'état actuel de ma propriété, mais on parle toujours en fonction d'éléments physiques, de piscine, de cabanon, clôture, ces choses-là. Mais il y a un angle mort que la population en général connaît pas encore beaucoup qu'on a de l'éducation à faire, tous les intervenants, je pense, dans une transaction.
c'est l'aspect réglementaire et tout ce qui est relié beaucoup avec les contraintes naturelles, là, comme je disais. Donc, ça peut arriver, un cas qu'on achète une propriété en 2015, par exemple, il n'y a pas de zone inondable, il y aurait des nouvelles cartes qui seraient arrivées en 2019, puis on arrive pour vendre en 2023. Ben, notre certificat a moins de 10 ans. Ça se peut qu'on n'a rien changé sur le terrain, mais qu'en 2019, les zones inondables ont été modifiées et on est rendu complètement dedans. C'est ça. Puis personne va réellement s'en rendre compte si on n'est pas allumé, qu'on connaît pas nécessairement qu'on n'est pas au courant de ça. Là. Donc, il y a cet aspect contrainte naturelle-là. Puis d'un autre côté, on a l'aspect aussi réglementaire municipal qui est simplement par exemple, une piscine ne peut pas être située à telle distance d'une limite de propriété. Des fois, les villes peuvent le changer. Là. Des fois, on voyait que ça pouvait être 1,5 mètres, là, ça devient 2 mètres. Il y a différents enjeux comme ça qu'on voit pas venir. Là. Puis, physiquement, c'est la même chose sur le terrain, il n'y a pas de modification. Fait que des fois, quelque chose peut être conforme et finalement, moyennant du temps, ne peut le devenir. Là. En effet, ça peut devenir dérogatoire ou j'aime mieux être positif puis le voir aussi de l'autre côté. Des fois, ça peut même être gagnant pour quelqu'un. Là. On a eu des situations... le plus bel exemple qu'on a vu, c'est qu'à Mascouche, il y a quelques années, on avait des unités de chauffage et climatisation, là, communément appelées les thermopompes. On avait des grosses normes qui reflétaient pas la réalité de 3 mètres des limites de propriété, puis ça l'a diminué à 50 cm. Là, on a coupé de beaucoup. Donc, il y a beaucoup de gens qui avaient des documents qui avaient des non-conformités, puis même qui devaient prendre des mesures pour ça. Puis que finalement, en bout de ligne, c'était rendu conforme aux normes d'aujourd'hui. Là. Je comprends. Y a-t-il des modifications que tu vois venir à court ou à long terme au niveau de ta job ou d'alignements qui sont en train de changer? Je pense que les plus grandes modifications qu'on voit, c'est beaucoup le niveau technologique pour la prise des mesures. Là. On a beaucoup de technologies qui s'en viennent, qui sont de plus en plus... avancé, c'est ça. Comme par exemple le LIDAR là, qu'on appelle le LIDAR qui est une technologie qui permet qu'un avion qui comme vole, un drone là, dans le fond. Ça peut être utilisé avec un drone, un avion, puis ça peut prendre des centaines et pratiquement des millions de mesures. C'est des points qui sont prises à la volée. Okay. Mais ça l'amène à un autre enjeu qui est de maintenant, la prise de mesure va devenir de plus en plus facile, mais la difficulté, c'est le contrôle de la qualité, dans le sens que de plus en plus, n'importe qui va pouvoir prendre un paquet de mesures, s'acheter un drone, la technologie, sauf comment l'utiliser, la précision, ces choses-là pour les différents usages, c'est ce qui va être le plus difficile, puis qui reste quand même un enjeu comme arpentage géomètre qu'on connaît certains paramètres que l'utilisateur général ne connaîtra pas. Là. Ça, il y a beaucoup de choses que tu vois que nous, on voit pas. Mettons, les droits de passage, ces affaires-là, tu sais, il y a des affaires que on le voit pas. C'est invisible, on va dire, là. Ouais, mais c'est... tu sais, dans le fond, tu fais la prise de mesure sur le terrain, mais il y a aussi beaucoup de jobs bureaux, là, que... Oui, il y a beaucoup de fond, c'est tout l'aspect qu'on appelle plus recherche, qui est un peu un croisement de ce qu'un notaire peut faire de notre côté, qu'on doit faire aussi pour tout ce qui est les droits de propriété ou certains droits qu'ils peuvent avoir sur notre propriété qui sont justement pas nécessairement physiques, là, dans le sens que mais qu'il y a un enjeu sur la valeur de la propriété, comme par exemple, tu parlais d'un droit de passage. Là. Des fois, il y a quand même des signes sur le terrain, mais il faut toujours le valider si ce droit de passage-là est légitime ou non. Là. Comme dernièrement, j'ai pu avoir un dossier d'un chalet qui était construit, qui est là depuis une trentaine d'années, mais officiellement, c'est un chalet qui passait par une autre propriété, puis ça semblait être un passage qui était bien aménagé, on semblait prendre... Donc, ça donne l'impression, mais officiellement, il n'y avait pas eu... Le terrain était enclavé, puis il n'y avait pas eu un droit de passage, là... C'est sûr que la personne peut avoir des droits selon le code civil, mais il n'y avait pas un droit de passage notarié clair là, qui évite tout conflit. Là. Donc, des fois... faut qu'il y ait négocié. C'est quand même un peu de la merde. Là. Ça veut pas nécessairement dire que ça va être de négocier. Le code civil du Québec prévoit certaines clauses qui dit qu'un terrain enclavé peut passer à l'endroit le plus propice, mais ça reste que c'est pas comme un bon vieux contrat notarié que ça a été signé par les deux parties, que c'est clair et tout. Là. Clairement. Je comprends. Dans le fond, tu m'amenais sur une piste, puis j'ai indirectement, ce que j'entends, c'est que tu deviens les yeux du notaire parce que le notaire se déplace pas pour une transaction immobilière. Fait qu'il y a une partie de recherche de titre qui est comme qui montre
tu vas localiser ce que les titres auraient donné pour que le notaire comprenne un peu la chaîne de titres. Comme l'évaluateur pourrait être les yeux du prêteur sur une maison à dire c'est un produit que c'est comme si tu y montres quelque chose que le notaire ne verra pas, qu'il va être plus. Ouais, plus c'est au peut-être, niveau. je vois plus peut-être comme un aspect de collaboration, Ouais. si on peut dire, parce qu'il peut y avoir des droits qui sont sur papier, puis c'est ce qui reflète sur le terrain. Puis c'est un peu, c'est ça, puis c'est aussi d'allumer les yeux aux acheteurs potentiels sur la propriété. Tu crois que tu achètes ça, mais réellement, qu'est-ce que tu as sur papier par rapport au physique, là? C'est un peu la différence, comme je parlais justement, le droit de passage qui peut sembler évident sur le terrain, mais qui, au niveau des droits, est peut-être pas aussi clair qu'on peut le penser, là. Ouais, je comprends. T'as-tu, dans le fond, des choses qu'on pourrait donner comme truc aux gens quand ils vont, ultimement, quand ils vont voir un certificat de localisation, voir s'ils devraient déjà tout de suite penser à en faire un autre quand on va venir le temps de vendre? Y a-tu quelque chose que d'emblée, à la minute que tu vois ça, tu te dis c'est sûr que c'est plus bon ou... Ben, c'est sûr qu'il y a les réflexes les plus faciles, je pense que les gens connaissent en général, là, dans le sens que il y a 2 règles de base qui sont appliquées, qui je pense, sont faciles pour tous et chacun, qui sont l'histoire qu'on entend qui est de plus en plus appliquée par tous, la règle du 10 ans. Mm-hmm. Si c'est un certificat de localisation, on a plus que 10 ans. Et l'autre chose, c'est qu'il reflète l'état actuel de la propriété. Donc, c'est sûr qu'aussitôt qu'on fait des travaux qui viennent changer les bâtiments, les structures, là, les dépendances, comme je parlais tantôt, là, racheter une piscine creusée, dans le sens, je disais un client récemment, c'est un peu notre devoir de conseil. Il nous appelait pour dire, je veux mettre ma maison en vente l'année prochaine, mais je veux pas être à la dernière minute, donc je veux commander mon certificat de localisation tout de suite pour avoir tous mes papiers prêts d'avance. Ben, une des premières questions qu'on leur dit à ce moment-là, c'est justement, est-ce que vous prévoyez dans la prochaine année faire quand même des travaux? Parce que surtout quand il dit je vais mettre en vente juste l'année prochaine, c'est que justement, des fois, il faut prendre le temps de faire des travaux, de peut-être pas installer une nouvelle piscine creusée, mais peut-être refaire sa galerie, des travaux pour corriger certaines choses sur la propriété. Puis, dans le fond, c'est là qu'on pourrait arriver que même si un certificat de localisation a été fait il y a 1 an, puis qu'on vient faire des changements, bien, le certificat de localisation sera plus valide, là. Dis-moi, dans le fond, dans cet ordre d'idée-là, j'ai une piscine hors terre, je vais faire mon certificat de localisation cette année. La glace m'en veut cet hiver, ma piscine hors terre fend. Devrais-je être obligé de refaire un autre certificat de localisation si j'en remets pas d'autres? Dans le fond, là, tu me parles qu'on enlèverait un élément, là. Ouais, j'enlève un élément. Logiquement, tu m'amènes dans c'est comme un secteur assez gris, que je dirais, c'est toute une histoire de consulter les différents intervenants dans la transaction acheteur-notaire, parce que si on y va textuellement, c'est dur de te donner une réponse. Là, ça dépend de comment les contrats sont faits. Mais si le contrat il dit on doit fournir un certificat de localisation qui représente l'état actuel de la propriété, il y en a qui vont y aller mot à mot, qui vont dire je veux un nouveau certificat de localisation. Il y en a qui vont dire dans le fond c'est un élément qui a été enlevé, donc je peux pas vraiment avoir de problématiques supplémentaires. Par exemple, je connais pas une ville qui a un règlement municipal qui exige que le terrain soit équipé d'une piscine creusée. Par exemple. Peut-être une piscine hors terre, c'est plus probable. Là. Mais ça reste que c'est difficile de donner une réponse franche et directe là-dessus. Là. On rentre un petit peu dans un enjeu. C'est peut-être un des cas là, qu'on enlève un élément. Puis c'est là qu'on en vient un peu des fois à penser à la réflexion. Est-ce que la théorie de dire plutôt qu'on fait un certificat de localisation pour une transaction. Donc, essayer de dire automatiquement lorsqu'on fait une transaction pour une propriété, on doit faire un nouveau certificat de localisation, c'est qu'on pourrait s'assurer d'avoir une mise à jour complète de ce qu'il y a sur le terrain, mais au niveau réglementaire aussi. Tandis que le cas que tu me présentais auparavant est un petit peu plus complexe, puisque la personne avait fait ses devoirs, avait commandé son certificat de localisation, fait ses vérifications et tout, puis entre le moment qu'elle a produit le certificat et la transaction, il y a eu un événement malheureux que la piscine a brisé et tout. Mais c'est difficile pour moi de dire de façon complète. Ultimement, j'avais une question pour toi. As-tu des anecdotes ou quelque chose de dossier plus particulier des fois qui a pu t'arriver comme arpenteur?
T'es-tu déjà fait courir par un chien, là? En effet, l'avantage, parfois, ça peut être un métier assez complexe. C'est pas une anecdote qui m'est arrivée à moi directement, mais dans le sens que comme arpenteur géomètre, je suis pas nécessairement sur le terrain à prendre les mesures à chaque dossier. Donc, c'est un mandat que j'avais mes techniciens qui ont été prendre les mesures de la propriété. Puis, dans le fond, le technicien prend ses mesures. Lorsqu'on arrive, souvent quand on arrive pour prendre nos mesures, la bonne façon de faire, le technicien cogne à la porte pour avertir si on est là. Donc, le technicien va à la porte, il cogne, pas de réponse. Il n'y a pas de problème. On prend pas de mesures dans la maison. Donc, on est correct. On va prendre les mesures à l'extérieur de la propriété. Donc, on continue. On va dans la cour arrière. La clôture n'est pas barrée. Donc, on continue le travail et tout. Puis là, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il prend toutes ses mesures. À un moment donné, le technicien entend « freeze ». Puis là, c'était pratiquement je peux pas dire que c'est le département de SWAT qui était là, mais c'était beaucoup de policiers qui ont débarqué d'un coup sec, bouge plus, lâche tes affaires, tout. Puis il s'est fait mettre au sol et tout, vraiment la procédure. On raconte là, mais c'était quelque chose. Pour en bout de ligne savoir qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'était un enfant qui se gardait tout seul à la maison, puis que ses parents avaient dit si jamais tu vois des gens, des inconnus, mais réponds pas à la porte. Puis appelle la police. Non, pas d'appeler la police seulement, parce que si tu cognes puis tu t'en vas, ça va. Mais nous, techniciens, ils cognent, puis après ça, ils passent 2 heures sur le terrain, 2-3 heures à prendre des mesures, puis ils se promènent dans la cour en arrière et tout. Là, donc, t'as un enfant qui est en bas, je sais pas quel âge qu'il avait exactement, mais qui est en âge de commencer à se garder toute seule. Peut-être que c'est ses premières fois qu'il était toute seule, puis il avait des consignes. Il répond pas à la porte, fait qu'il sait pas c'est qui est venu cogner. Donc, mais... Puis après ça, il va rôder en arrière. Donc là, il avait probablement dit que s'il y a quelque chose d'inquiétant ou quoi que ce soit, en cas ultime, appelle la police. Donc, c'est ce qui est arrivé. Il a appelé la police. Il a dit à quelqu'un, je sais pas c'est quoi les mots qui ont été, mais la police, ce qui arrive là, c'est sur le coup. Après ça, on prend le temps de s'identifier. Ils nous connaissent. Ils savent c'est quoi les arpenteurs géomètres et nos techniciens, qu'on a le droit de se promener sur les propriétés pour prendre nos mesures, ces choses-là. Mais le temps d'introduction au départ, ça a été quelque chose. Ça saisit. Exactement. Donc, c'était pas mal l'anecdote, je vous dirais, qui était le plus saisissant, justement. Puis, qu'on arrive, tu sais, on a les classiques des chiens et tout, là. Mais celui-là, là, je pense que mon technicien s'en souvient encore très bien. C'est arrivé déjà à un courtier, ça aussi, lors d'une des transactions, que en fait, c'était pas la maison qui était vendue, mais tu sais, un voisin proche. Puis la personne est allée se stationner en avant d'une place où c'est qu'il ne devait pas vraiment se stationner, puis que je veux dire qu'il était sous protection ou sous garde particulière. C'est ça. La police est arrivée en avant, en arrière, autour du char. Le gars, il attendait juste pour sa visite. Ça saisit, mettons. C'est comme... c'est plus le 2 secondes après ça de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais... Ouais. Là, eux autres pensaient qu'il allait passer l'autre gars, mais non, il y avait ses petits papiers de maison qui s'en allaient visiter à la maison. Tu restes... tu restes sur ton air. Tu t'en rappelles de cette visite-là. Ouais. À quel moment on peut te référer ou... Tu sais, comment qu'on peut te référer ultimement? C'est quoi les étapes pour les gens qui écoutent ou qui pourraient avoir des questions au niveau de l'arpentage? Qu'est-ce qu'on peut faire pour te référer ou que tu puisses... Dans le fond, à quel moment que vous pourrez avoir... souvent, les étapes les plus communes là, pour un particulier, là, vraiment quelqu'un qui a sa maison et tout, souvent, c'est lors de la vente des propriétés qu'on connaît le plus souvent, le certificat de localisation. Mais la partie qui est un petit peu moins connue, que chaque ville a leur propre réglementation. Ça s'en vient de plus en plus uniforme, mais c'est pas le cas. C'est souvent lorsqu'on veut faire un agrandissement de notre propriété, construire un garage détaché. Donc souvent, il y a des villes qui exigent de faire affaire avec un arpenteur géomètre pour démontrer les projets projetés. Parce que ça reste qu'on est les spécialistes de la mesure et de positionner les limites de propriété. Donc, des fois, on voit des architectes qui peuvent dessiner sur un plan du projeté et tout, mais ça reste que c'est souvent bien que ça soit confirmé par un arpenteur géomètre. Puis, il y a souvent des règlements ou des choses qu'on va pas penser. Donc, je donne juste un exemple. Souvent, il y a des villes qui vont dire un garage doit être situé à 1,50 m d'une limite de propriété. C'est la norme qu'on voit le plus souvent. Donc, les gens vont arriver... Ils décident de ne pas faire affaire avec un arpenteur géomètre parce que dans certaines villes, ils ne l'exigent pas. Ils placent ça, 1,50 m, ils respectent ça et tout, mais ils ne pensent pas que lui, il y a une servitude d'Hydro-Québec située à l'arrière. Comme dans la très grande majorité des propriétés, il y a souvent les fils passent à l'arrière de la propriété. Donc, il construit son garage et tout.
pour se rendre compte, on arrive après que c'est beau, le mur, la dalle de béton, le mur est à 1,50 m, on est correctement assez loin. Mais il y a une corniche qui dépasse de 30 cm, un pied du toit et qui, elle, est située dans la limite de propriété. Donc oui, par rapport au règlement de la ville, on est correct, mais pas par rapport à Hydro-Québec. Puis souvent, quand on fait des choses, c'est difficile de penser à tous les intervenants. Puis c'est vrai que l'arpentage au mètre, on est un peu un rappel. On vient dire, as-tu pensé à telle chose, telle chose, telle chose? Donc, des fois, même on le voit de plus en plus, les gens nous appellent, même si c'est pas nécessairement obligatoire, exigé par la ville. Là. C'est justement parce que des fois, c'est des investissements de plusieurs dizaines et même des centaines de milliers de dollars. Là. Maintenant, construire un garage détaché, ça peut monter assez élevé. Donc, des fois, une consultation avec un arpenteur géomètre pour vérifier c'est quoi toutes nos contraintes, ça peut faire sauver beaucoup d'ennuis parce qu'on a un peu une vision plus 360. Tandis que si on parle à chaque intervenant, on va parler à Hydro-Québec, ils vont nous parler de leurs contraintes. On va parler avec la ville, ils vont nous parler de leurs contraintes à eux. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'avant, on le prenait en considération, un corniche? Tu sais, est-ce que lors d'un certificat, ça aurait dû être pris, puis c'était juste plus... Ben, je sais pas, mais il me semble que ça, je commence à le voir régulièrement, chose qu'on en entendait peut-être un peu moins parler avant, là. Je dirais que c'est peut-être plus l'évolution des règles de l'art. Là. Je suis d'accord avec toi. Si on sort un vieux certificat de 1900... C'est comme l'implantation de la bâtisse. C'est ça. On pensait pas tout à ces choses-là, mais je pense que c'est un peu comme n'importe quoi, ça évolue. Là. Donc, même si, par exemple, je te donne un exemple, là, tous les projets qu'on voit maintenant, là, les projets intégrés, qui partagent plein de choses en commun, des stationnements, des passages, les premières déclarations souvent de copropriété qui géraient l'ensemble du projet, il y a beaucoup de choses... qui pensaient pas. Là. On pensait à définir les bâtisses et tout, mais qu'est-ce qui se passe? Dans le sens que on a des toits qui se croisent, des architectures. Avant, on avait souvent des maisons, c'était des boîtes à souliers. Maintenant, une nouvelle chose qu'on a, c'est que les maisons sont toutes décalées avec des décrochés. Donc, qu'est-ce qui se passe? En avant, mon toit va dégoûter chez le voisin, mais en arrière, le voisin dégoûte chez moi. Mais ça, c'est des genres de choses qu'on voit qui n'étaient pas traitées auparavant, qu'aujourd'hui, on pense de plus en plus. Donc, plus que ça évolue, plus qu'on... Essayes-tu de nous dire que l'esthétique crée des problèmes? Ouais, disons que l'architecture même l'application de la réglementation et tout est de plus en plus difficile avec les architectures. Donc, il y a plus de créativité aujourd'hui que dans les années 70, que c'était toutes des boîtes à souliers, si on peut dire, là, des maisons rectangles, puis il n'y avait pas vraiment de maisons arrangées ou de tours même les tours à condo, on en voit beaucoup plus aujourd'hui qu'une cinquantaine d'années. Question un peu plus au niveau du secteur. T'sais. J'imagine que plus vous travaillez dans votre carré de sable, comme là, toi, ton bureau, tu as un bureau à Terrebonne, un bureau à Mascouche, là, plus vous devenez les spécialistes du secteur, donc plus logiquement, vous êtes apte à être à l'affût de toutes ces nouvelles règles-là. Est-ce que ça peut devenir un danger de prendre un arpenteur qui est moins du secteur, qui est moins implanté puis qui est moins à l'affût? T'sais, je sais même que sa job réelle va être quand même on a les mêmes responsabilités. C'est pas parce qu'il a fait un dossier à la Valtrie il est pas obligé de faire sa job, mais visiblement, il est peut-être moins efficace que quelqu'un d'implanté. Exactement. Ben, je dirais, de base, chaque arpenteur géomètre fait face aux mêmes responsabilités professionnelles. On doit bien faire notre travail et tout, mais ça reste que, oui, c'est avec tous les règlements, les intervenants locaux des villes, des différentes MRC et tout, il y a beaucoup de spécifications. Là, je prends par exemple le règlement de zonage à Mascouche doit avoir pas loin de plusieurs centaines de pages. Donc, c'est dur de savoir toutes les clauses. Puis, quand on travaille, par exemple, dans 50, 60 villes différentes, c'est difficile de savoir toutes les clauses. Donc, je pense souvent, des fois, on peut faire sauver du temps à nos clients sans dire que l'autre ne fait pas bien son travail. Je pense que des fois, il y a des choses qu'on peut être plus proactif que réactif parce qu'on sait qu'il y a tel type de projet, il faut penser à telle chose, que la ville va avoir telle demande. Donc, c'est là que je trouve que l'arpentage, c'est un domaine, à mon avis, qui est quand même assez local parce qu'il y a beaucoup de spécifications à chaque ville, à chaque quartier. Donc, des fois, oui, pour des gros projets, quand on rentre dans le terme de la mesure et tout, là, je pense que ça peut mieux s'exporter. Mais quand on rentre dans le niveau réglementaire, législatif, le droit, c'est la réglementation, là, je pense que chaque ville a un peu plus de spécifications. Là. Ouais, ben, je me souviens récemment d'un dossier qu'on avait la chance de travailler ensemble, puis qu'ultimement, il y avait une modification, mais
qu'au niveau, au niveau du notaire, tu avais été capable de me répondre en une demi-seconde, là, qui était une histoire de thermopompe, là, parce que dans ce secteur-là, ben, nécessairement que tu avais la réponse, que tu le connaissais, tu n'avais pas besoin de faire la recherche. Là. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on discute beaucoup avec les intervenants locaux, là, donc des fois, on sait même les projets futurs qui vont s'en venir, donc il y a un certain aussi, parce que chaque nouveau règlement doit passer à travers plusieurs étapes à la ville. Donc, des fois, pendant plusieurs mois, on sait que ça s'en... Avant que ça soit officiel, on sait que ça s'en vient. Donc, des fois, on est en mesure, justement, de prévoir certains éléments. Mais c'est sûr que ça l'aide vraiment d'être locaux, juste par la mémoire ou l'efficacité, la rapidité de réponse aux différents problèmes, là. Côté technologie, là, est-ce que des fois, quand il y a des intempéries, la technologie prend pas toutes les mesures à cause, mettons, du froid ou des affaires-là? Ouais, chaque instrument, ils ont leur contraintes. On peut dire, ouais, c'est un mot contrainte dans le sens, par exemple, quand on est avec une station totale là, qui ressemble pour prendre des photos, dans le fond, ça prend une visibilité entre l'appareil. Dans le fond, en bref résumé, comment ça fonctionne, c'est un laser qu'on sait à quelle vitesse qui voyage dans l'atmosphère, qui vient toucher un réflecteur puis qui revient. Donc, il sait que il lance un laser et ça prend tant de temps avant que je reçoive mon signal qui revienne, ça veut dire que je suis à telle distance. C'est un peu. Mais ça, c'est tout en lien avec la visibilité. Donc, si par exemple, on a une grosse tempête de neige ou une grosse pluie, ça se peut que la visibilité soit pas assez bonne puis que ça fonctionne pas. Tandis qu'un GPS, lui, c'est avec les satellites en haut, donc il n'y a aucun lien avec la visibilité. Mais lui, par contre, si t'es dans la forêt, les signaux satellites se rendent moins bien que GPS. Donc, c'est un peu ça qui fait que dans le fond, varier. Complètement, là, une forêt que tu décides de faire de l'arpentage, si le laser, il frappe t'es d'arbre en arbre, là, ça veut dire que vous amusez avec une chainsaw ou tu gères comment? Ben, ça dépend quel type de mandat que tu veux faire, là. Ouais. Dans le sens que si par exemple, maintenant, ce qui est beaucoup utilisé, là, c'est le lidar là, qui s'en vient, qui est vraiment gros. Là. Puis même les lidars, ils ont différentes longueurs d'onde de laser. Là, sans rentrer trop dans le technique, sont capables de même définir, OK, là, je mesure le sol, là, je mesure le haut des arbres. Donc, ils sont même capables d'avoir des lasers avec différentes ondes qui vont te rendre à certaines places, certaines mesures. Si tu veux cartographier une forêt en entièreté. Mais par exemple, tu veux délimiter une limite de propriété, une limite de terre, une grosse ligne de terre de 2 km dans la forêt. Ben là, ça se peut, des fois, on a ça, des bûcherons qui viennent avec nous puis qui ouvrent. Là, tu t'installes, tu te mets dans la ligne puis tu es en ligne droite. Fait que là, tu coupes cet arbre-là, coupe cet arbre-là, coupe cet arbre-là, puis ainsi de suite. Là, je faisais ça là, plus que quand je travaillais à Mont-Tremblant. Dans mes premiers stages, j'avais travaillé pour une compagnie à Tremblant, puis là, c'est ça, c'était assez spécial. Là, t'avais le bûcheron, puis il ouvrait les lignes de terre. Il ouvre ta ligne, parce que sinon, tu vois rien. Là. Tu peux pas y arriver et dire il est là. Non, mais c'est qu'aussi, à un moment donné, les autres, c'est qu'ils veulent comme avoir une ligne pour délimiter. Là. Ils mettent des flags et tout, mais sinon, ça peut être assez long. Ça, c'était de la ligne de roche à gauche vers la ligne de... c'est spécial. Tu sais, quand on parle des fois que l'arpentage, quand je disais là, que ça a des limites grises et non noires et blanches, c'est que des fois, les contrats, là, c'était des contrats là, que j'ai déjà vus. C'était de la grosse roche jusqu'au début du penchant de la montagne. Donc, la grosse roche, je trouve c'était laquelle, la grosse roche. Puis, je sais pas je voyais ça des fois dans les titres. Puis des fois, sur place, en visitant, je l'avoue, la ligne de roche de l'eau était là, puis l'autre affaire, puis le coin du piquet de la clôture de telle affaire, puis t'es comme, aïe, aïe. Mais déjà, la ligne de roche, des fois, tu peux la voir quand elle est encore là. Mais mettons, des fois, c'est un piquet de cèdre, puis là, le piquet, il est arraché, ou il est mort, là, parce qu'à un moment donné, le cèdre, il est pas censé pourrir, mais tu sais. Mais des fois, ce qui est dur, c'est que t'as aussi juste l'imprécision, là. Dans le sens, un début de penchant de montagne. Mettons, je te dis, là, le terrain, tu vas au Mont-Saint-Sauveur, là, tu dis que le terrain, il commence quand la côte, elle commence. On est 30 personnes, là, on va mettre le début de la montagne. Dans la même place. Non, c'est sûr et certain. Mais là, on bâtit là-dessus. J'ai beau arriver avec mon GPS, là, précis à quelques centimètres près, là. Mais mon problème, c'est pas mon instrument, c'est où l'élément. C'est ce qui était dans les instructifs. C'est ça, exactement. Où je te dis, je te vends ma propriété, ça a 60 pieds plus ou moins. Ça a peut-être 60 pieds 2 pouces, ça a peut-être 59 pieds 10 pouces. C'est tout à peu ça. près ça. Ouais. Exactement. Puis là, on bâtit tout de largeur, par exemple. Donc, on bâtit tout sur ça. C'est ce qui rend ça. Dans le fond, tantôt, je pensais à une question, puis je l'ai oublié, puis là, elle vient de me repopper. Tu sais, dans un développement neuf, là,
Mettons, on part un développement à Sainte-Sophie, c'est Ouais. une montagne, on la développe. Pourquoi c'est-tu juste une question de coût? Pourquoi qu'à la base, ils en mettent pas 4 pins aux 4 coins, tu sais? Je repense, je le fais. Puis c'est juste les coûts. C'est juste ça. Parce que, tu sais, dans le fond, après ça, un coup installé, ils sont là, les repères sont là, la job est faite. Je veux dire, tu sais, les repères que tu poses pas dans le cadre, tu sais, un bornage, là, même au début, tu m'as amené là-dessus, puis c'est quand même c'est très complexe, puis technique, puis c'est comme dur de dire, tu veux pas t'en aller dans un cours de 3 heures. Mais, dans le fond, un bornage, c'est signé par un acte notarié, ça implique 2 parties, c'est très fort. C'est publié, oui. Mais, un piquetage, si mettons, tu fais tout ton projet, je fais un projet de 50 maisons. J'ai propriété. Tout le pourtour, l'incertitude, c'est le pourtour. Tu sais, j'achète une terre à bois, mon incertitude, c'est le pourtour. Mais après ça, quand je vais en dedans, tout ce que je viens découper comme terrain, puis tout ce qu'on appelle l'auteur commun, je suis propriétaire de tous les terrains. Donc, si je viens dire que la limite est là, entre ce terrain-là qui m'appartient puis ce terrain-là qui m'appartient, puis que là, j'engage mon arpenteur. C'est ça. Puis que j'engage mon arpenteur, puis je viens mettre une borne là, puis un repère, puis un repère. Même si c'est pas un bornage, ben ça a une très grande force parce que ça représente l'esprit de l'auteur commun, celui qui a fait le projet. Je comprends. Donc, puis il y a eu beaucoup de projets de règlement à l'ordre des arpenteurs pour obliger que quand tu subdivisais un terrain, de mettre les repères, justement pour représenter. C'est logique, me semble. Mais c'est toujours la même problématique. C'est un coût supplémentaire. Dans le sens, est-ce que le promoteur, est-ce qu'il va vendre son terrain plus cher s'il a mis des repères sur son terrain? Ouais, je comprends. Mais tu sais, OK, mettons, combien ça coûte mettre des repères sur un terrain? C'est-tu du simple au double? Son coût aurait coûté faire son... parce qu'au départ, souvent, si je vends un terrain, c'est que je vais vendre un terrain puis la personne va te faire venir pour une implantation, va te faire venir pour un certificat de localisation. Fait que, je peux pas croire que je lève 50 terrains. Mais peu importe, Guillaume. C'est toujours une question d'économie. Des fois, c'est que la personne, ça reste... Je te repose la question. Comme courtier qui est habitué d'évaluer une propriété, quelle valeur ajoutée tu vas avoir sur ton prix de vente si tu dis au vendeur, si tu dis à l'acheteur, moi je te vends ma maison, puis elle a 4 repères sur les 4 coins. En fait, pas en valeur, rien. En risque de litige, beaucoup. Fait que tu sais, ceux-là qui se disent, quand il vient le temps de mettre une clôture, puis que, tu sais, tout ce concept-là, ceux-là, en fait, tous ceux-là qui ont eu des problématiques de ligne de terrain, là, parce que ça m'arrive, là, des fois, j'étais avec des clients, là, je veux dire, les spécialistes, c'est Montréal, là, ils sortent puis ils se sont obstinés pour 1,5 pouce pour leur clôture qui était parce que chaque pouce et demi, ça rapetisse la cour, là, tu sais. Eux autres, avant même d'acheter, ils feraient l'installation des bornes pour être sûr de où ça commence, où ça finit, qu'est-ce qui se passe, tu sais. C'est sûr que sur un terrain de 45 000 pieds carrés, là, perdre un pied d'un bord, un pied de l'autre, toute la longueur, tu sais, ça donne 2000 pieds de moins, c'est pas une catastrophe. Puis t'as des acheteurs pour qui ça va être une plus-value, mais en ce moment, c'est quand même limité. Fait que je te dirais que je pense que tant que ça sera pas devenu obligatoire, c'est ça le problème. Mais ça enlèverait pas des litiges de base, clairement. Mais moi, c'est ça, c'est une bonne chose. On a frappé un projet qui était que sur papier, dans le sens que il y a eu aucun repère qui a été posé dans le projet. On arrive, on rentre dans le projet, aucun repère. Donc là, c'est dur de retrouver c'était quoi la pensée de l'auteur commun, où est-ce qu'il a voulu mettre les limites de propriété. Souvent, on essaie de retrouver les certificats de localisation qui ont été faits par l'arpenteur du promoteur qui a fait tous les certificats. Là, tu réussis à replacer, mais encore là, ça demande une collaboration entre différents professionnels, ça demande du temps de demander les documents, de recevoir l'information. Donc, c'est sûr que ça serait un idéal. Mais comme je dis, je pense que c'est, de mon côté, ce que je vois, le seul frein à ça principalement, c'est une question de coût. Donc, quand un arpenteur quitte la profession, arrête, prend sa retraite, c'est un peu comme les notaires, hein, je pense qu'il y a un greffe. Il y a des je veux dire, l'achat de données ou l'espèce... c'est un greffe là, qu'on appelle carrément. Sans fond, c'est comme les notaires. Nous, chaque document est qu'on appelle minuté. Dans le fond, c'est un numéro unique qui représente ton original. C'est un document comme chaque acte de vente, mais nous, chaque certificat de localisation ou même chaque document qu'on produit est minuté, puis on doit en conserver les archives.
Puis quand on prend notre retraite, souvent, ben, les gens vont acheter. Comme notre firme, le groupe Meunier, il y a quelques années, on a acheté le greffe de Pierre Lacoque, qui est un arpenteur dans la région de Mascouche très présent. Donc, on se doit de conserver ces minutes-là. Puis après ça, c'est jamais, réellement, c'est jamais acheté. Là. Surtout le document original, là, normalement, doit être de tout le temps conservé. Là. Okay. C'est sûr qu'en ce moment, ce qui est un gros processus, un peu toutes les firmes d'arpentage sont en train de passer de plus en plus au numérique. Là. Dans le fond, comme nous, on est au numérique depuis quand même presque 8 ans pour tout nouveau dossier. Mais en ce moment, on est en train de tout numériser les archives. C'est ça. Puis ça, je dirais, je pense que c'est quelque chose dans la profession qu'il y a beaucoup de monde qui sont rendus là. Puis la pandémie a accéléré ça encore plus. Là. Puis j'avais une dernière question. Là. On connaît la réponse, c'est une question simple, mais je pense que pour les auditeurs, ils vont se demander c'est qui paye les certificats de localisation? Dans le fond, la façon de faire qui est souvent fréquente, c'est le vendeur. Je pense que c'est une vraie bonne question parce que je vais vous expliquer un peu ce qui en vient de ça. C'est lorsqu'on vend une propriété, on se doit de déclarer s'il y a des empiètements sur notre propriété ou si on exerce des empiètements sur les propriétés voisines. Puis aussi, en fond, comme n'importe quoi, on doit donner l'état actuel de notre propriété. Donc, on est capable de dire, par exemple, j'ai eu un dégât d'eau à telle place, j'ai eu certaines problématiques avec mon panneau électrique, peu importe, différentes choses. Tandis que tout ce qui est lié aux limites de propriété, seul un arpenteur géomètre est le spécialiste pour positionner la limite. Donc, on est les seuls qui sommes en mesure d'évaluer si les bâtiments qui sont sur le terrain sont conformes à la réglementation. Donc, c'est un peu le vendeur ou notre client transfère sa responsabilité de déclaration de ces éléments-là à l'acheteur, mais il la transfère à l'arpenteur géomètre. Donc, c'est un peu pour ça que, à fond, c'est lui qui paye parce que dans le tant que tel, il doit faire une déclaration à l'acheteur, mais il n'y a pas l'expertise et la compétence pour le faire. Donc, c'est un peu pour ça que nous, on est comme le prolongement du vendeur. Donc, souvent, c'est pour ça. Puis lorsque, mettons, il y a une succession, ça dépend. Là, dans la plupart du temps, des fois, je pense que c'est l'acheteur qui paye, non? Ouais, ben en fait, en mode succession ou reprise, parfois, il disait, ben, je te donne ce que j'ai, puis si t'en veux plus, organise-toi avec souvent, les troubles. C'est relié avec souvent, c'est dans ces cas-là, on a des ventes sans garantie légale que le vendeur, en vendant sans garantie légale, il y a moins une possibilité de vice caché. Là. Donc, c'est pour ça que souvent, dans ces cas-là, oui, en effet, ça va être l'acheteur qui peut... des fois, qui doit en faire un parce que son créancier l'exige, ou s'il achète sans financement, qu'il n'y a pas de créancier, ben là, dans ce cas-là, c'est à son choix, à lui, s'il décide d'en faire un ou non. Okay. Good. Ben écoute, merci infiniment de t'avoir prêté au jeu aujourd'hui. Probablement qu'on va avoir des questions qui vont rentrer, d'autres choses, fait que ça vaudra peut-être la peine de te réinviter sur un autre volet ou c'est ça. Mais j'ai vraiment apprécié partager un moment avec toi, Benoît. Merci, chérie. Merci. Donc, c'est ça. Merci.